Bonjour à tous. Nous allons reprendre les travaux. Merci beaucoup de m'accueillir à titre de présidente pour la première fois de cette... Merci, je l'espère. Je souhaite donc la bienvenue aux représentants de l'Institut national de santé publique du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la Présidente, chers membres de la Commission. Mon nom est Pierre Gerlier-Forest. Je suis le président-directeur général de l'Institut national de santé publique. Puis je suis accompagné de trois excellents collègues. Madame Valérie Aymon, qui est la directrice scientifique du Bureau d'information et d'études en santé des populations. Elle est aussi responsable de l'Infocentre qui est hébergé par l'INSPQ. Le docteur Éric Litvak, qui est vice-président adjoint aux affaires scientifiques de l'Institut, et puis Mme Maud Chapados, qui est conseillère scientifique en analyse de politique publique, puis qui a piloté notre groupe de réflexion sur ce projet. Ils ont donc tous participé très activement à nos travaux de réflexion autour du projet de loi 3 et peuvent tous répondre à vos questions pendant la période de questions. Je pense que le point de départ, c'est de vous dire que l'INSPQ salue avec enthousiasme l'intention gouvernementale d'élargir, de démocratiser, de pérenniser l'accès sécuritaire aux renseignements de santé. Nous pensons que le projet de loi 3 jette les assises d'une gestion de la donnée qui sert bien notre vision d'une santé publique moderne, d'une santé publique performante. Il n'y a pas de santé publique sans données. Vous savez peut-être que l'acte de naissance de la santé publique au milieu du 19e siècle, c'est un médecin anglais qui a l'idée de croiser des données de distribution d'eau potable, avec les cas de choléra dans la population à Londres, qui pour la première fois donc va utiliser des modèles qui vont permettre des interventions. Alors, vous imaginez aussi que cette façon de voir les choses, d'utiliser les données, ça a encore plus de force et de pertinence au 21e siècle pour des gens comme nous. On vous remercie, Madame la Présidente, de l'occasion qui nous est donnée de clarifier certaines dispositions, d'apprécier davantage leur impact, leur implication pour un organisme de santé comme le nôtre. Mais peut-être que ça vaut la peine de présenter l'INSPQ. Nous sommes le premier centre d'expertise et de référence en santé publique au Québec. Nous soutenons le ministre de la Santé, les autorités régionales de santé, et puis les établissements du réseau. Dans tous les problèmes, les cas de santé publique, nous leur fournissons de l'expertise, des conseils. Il se trouve qu'un de nos rôles essentiels, c'est d'informer la population sur son état de santé et de bien-être, sur les problèmes en émergence et sur une chose qu'on a vue avec beaucoup de plaisir dans le projet de loi à l'article 3, les facteurs déterminants de la santé. C'est un des rôles de l'Institut d'informer la population sur ce sujet. Vous vous demandez peut-être quand même ce que ça signifie, les données concrètement pour l'INSPQ. Je vais vous donner quelques exemples. C'est nous qui avons soutenu le développement du passeport vaccinal, le développement du registre de vaccination pendant la pandémie de COVID-19. Tous les jours, l'INSPQ alimente les tableaux de bord du ministre pour l'Infocentre de façon à documenter ces tableaux de bord autour des problèmes de santé publique. Et puis, on génère des données sans arrêt sur les comportements de santé des Québécoises et des Québécois. On vous raconte ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils fument. Et puis, depuis quelques années, on s'intéresse aussi à ce qu'ils regardent parce que ça a aussi un impact sur leur santé. Je pourrais continuer longtemps, mais je voudrais me concentrer sur trois grands objectifs aujourd'hui, qui sont les trois grands objectifs que nous avons poursuivis dans notre mémoire. La première chose, je pense, c'est d'essayer de montrer comment une perspective de santé publique, le projet de loi a essentiellement, et c'est très normal, une vision clinique, une vision de gestion, mais comment une perspective de santé publique permet d'utiliser des données de santé, non seulement pour mesurer les états de santé, mais aussi pour avoir la capacité d'éclairer les facteurs qui déterminent l'utilisation des services et la consommation de soins. Avec les bons algorithmes, avec les développements actuels de l'intelligence artificielle, avec des données accessibles de bonne qualité, nous pensons que la santé publique de l'avenir va être capable de mesurer l'effet croisé de ces facteurs déterminants, le logement, l'éducation, le travail, la structure familiale, le contexte social, l'environnement, et déterminer ce que ça implique, non seulement pour la santé publique, mais pour la demande pour des programmes de santé, pour la consommation de soins, y compris la consommation médicale. C'est un domaine stratégique pour le Québec. Partout en Amérique du Nord, il y a des gens qui travaillent sur ce problème-là et il ne faudrait pas qu'on se laisse distancer par des gens qui partagent ni notre vision
ni nos objectifs en matière de santé et de services sociaux. Le deuxième objectif qu'on poursuit dans notre mémoire, c'est de plaider pour que soit préservée l'expertise unique de l'INSPQ en matière d'hébergement, d'analyse et d'utilisation des données, notamment ce qui concerne, je viens d'en parler, l'appariement des données, le jumelage des données, parce que c'est ce qui nous permet de remplir nos mandats de soutien aux décisions en épidémiologie, en environnement, en matière de comportement à risque. C'est ce qui nous permet de parler de façon informée du cancer du sein, des suicides, de la consommation d'alcool, de l'exposition aux polluants atmosphériques, des blessures à vélo, des virus respiratoires. C'est le quotidien de l'INSPQ. Utiliser des données pour documenter, pour comprendre, évidemment, pour expliquer. Si on arrivait à clarifier un certain nombre des dispositions qui se retrouvent dans le projet de loi, nous pensons que ce projet devrait mettre fin, pour un organisme comme le nôtre, à la course à obstacles pour accéder aux données de santé et donc remplir notre mission. On ne voudrait pas être soupçonné de profilage, c'est dans l'article 15, ça, quand on identifie un risque particulier pour une communauté. On ne voudrait pas faire la file pendant des mois, ou pire, quand on veut obtenir ou traiter des données qui sont nécessaires pour les interventions. Regardez les articles 45 et 55 qui créent des possibilités de délai. On ne voudrait pas voir des informations qui sont essentielles tomber dans l'oubli parce qu'ils ne sont pas accessibles ou parce qu'elles ne sont plus accessibles à cause, par exemple, de l'article 16 sur la conservation des données. En fait, l'INSPQ soutient le projet de loi, mais voudrait qu'on l'aménage pour donner à la santé publique la chance de continuer le travail qu'elle fait. L'Institut existe depuis 25 ans. Depuis 25 ans, on fournit de l'expertise et des conseils aux autorités publiques. Le troisième point, c'est de plaider pour une période de transition plus substantielle pour la mise à niveau des politiques et des systèmes d'information. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais parce qu'on ne questionne pas les mesures de sauvegarde qui sont les mesures de précaution qui sont dans le projet de loi 3, bien au contraire. Mais la réalité d'une organisation comme la nôtre, qui a un budget et des ressources calculées, c'est qu'on ne peut pas tout arrêter pour mettre en place le nouveau régime. Il va quand même falloir demain fournir des données pour le tableau de bord, continuer à faire les études que nous faisons. Et en plus, comme vous le savez sans doute, on est engagé en ce moment dans le transfert des banques de données que nous possédons, de nos centres de données dans l'info nuagique. C'est extrêmement compliqué, ça demande beaucoup de ressources, ça pose des défis techniques et sécuritaires importants. On trouve que les périodes de temps qui sont prévues dans le projet de loi sont un peu trop courtes, un peu trop serrées pour une organisation comme la nôtre. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, ce n'est pas parce qu'on veut se traîner les pieds, c'est simplement pour nous donner la chance de ne pas travailler dans la précipitation. Parce que quand on travaille dans la précipitation, comme vous le savez, on travaille mal. En conclusion, on espère que ces considérations, elles sont appuyées par notre réflexion, par une longue expérience, encore une fois, d'utilisation des données. On espère qu'elles vont vous être utiles, qu'elles vont alimenter votre propre réflexion et avec grand plaisir, on va accueillir vos questions. Remercions encore une fois, Madame la Présidente, pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, aucune autre intervention des autres représentants? Merci. Donc, merci énormément pour votre exposé. Nous allons maintenant commencer la période d'échange. Donc, le gouvernement dispose de 9 minutes 30 pour intervenir. Monsieur le ministre, ma collègue c'est ouvrir le feu. Madame la députée d'Huntingdon, alors, la parole est à vous. Bonjour. La question, je vais aller rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Selon vous, si le projet de loi 3 avait été en place lors de la COVID-19, ainsi que les systèmes y inhérents, naturellement, qu'est-ce que cela aurait eu comme impact sur vous et sur les décisions du ministère de la Santé et des Services sociaux? Donnez des exemples concrets, s'il vous plaît. Fournit une grande partie de l'analyse de données pour le ministère, puis Valérie, évidemment, tient le registre de ces données-là. J'ai un peu l'impression que c'est une question piège. Pas du tout. Mais je pense que c'est d'abord très difficile de retourner en arrière puis d'essayer de se demander à chacune des phases et des étapes et des périodes qu'on a vécues en quoi ça aurait été différent. Là. Donc, honnêtement, je ne m'aventurerais pas trop loin à essayer de répondre à ça. Puis je pense que dans le contexte d'urgence qu'on a vécu, il y a beaucoup d'aménagements qui ont été pris pour qu'on ait accès aux données dont on avait besoin. Mais ce qu'on peut dire, c'est, en rétrospective, beaucoup de ces choses-là étaient pas très bien prévues, pas très bien organisées, puis on a dû un peu les construire puis les développer au fur et à mesure. Et je pense qu'avec ce projet de loi-là, puis tous les aménagements qu'il amène, bien, une prochaine fois,
ce serait sans doute encore un peu plus facile et un peu plus fluide. Je n'irai pas jusqu'à dire que nos décisions auraient été différentes en rétrospective dans ce qu'on a vécu, parce que je pense qu'on est quand même arrivé malgré tout, mais avec beaucoup plus d'efforts et ça a été beaucoup plus laborieux. Parfait, merci. Monsieur le ministre. Merci. Bienvenue à vous quatre. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez parlé, puis vous le dites aussi dans votre mémoire, de l'individualisme des données. Vous avez dit, au niveau du consentement, avoir de la souplesse sur la gestion, ce que moi j'appelle le cycle de vie utile de la donnée. Vous semblez vouloir avoir des aménagements, des souplesses aussi. Vous parlez de jumelage des données. Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que on a aussi, les collègues, on a entendu des gens venir nous dire « Bien, moi, je ne veux pas que mes renseignements servent à d'autres fins que les soins. » Est-ce que vous pensez qu'on doit respecter ça? D'autres nous ont dit « Oui, mais il y a un comité de chercheurs qui devrait quand même être consulté avant qu'on détruise des données. » Le croisement, on en a entendu parler abondamment et je vous dirais que s'il y a une chose qui suscite la crainte, c'est le fait de pouvoir croiser les données. Vous dites non, il faut aller vers ça. Et la notion de ce que j'appellerais l'opting-in versus l'opting-out, on vient encore de l'entendre avec le comité des usagers, qui est à l'autre bout du spectre de ce que vous nous dites, là, qui, eux, semblent dire qu'il y aurait une possibilité d'une utilisation par trop cavalière des renseignements de santé prévus par le projet de loi. Eux voudraient qu'on resserre, au contraire, le consentement, qu'il soit beaucoup plus explicite, individualisé à chaque finalité de la donnée. Donc, comment on concilie votre monde, la santé publique, donc la protection de la santé des Québécois, et les usagers qui disent « Non, mais là, venez pas jouer dans mon dossier puis dans ma vie privée. » Comment, nous, les législateurs, on concilie ce qui semble être irréconciliable? Ce que je peux faire, parce que je ne veux pas monopoliser les réponses. Peut-être sur l'opting-out, ça me paraît probablement la solution préférable. D'abord parce qu'elle me semble très bien fondée aussi dans le reste de notre régime de protection des renseignements, avec l'idée que les données appartiennent aux gens, de la même façon qu'on peut refuser des soins, même quand les autres pensent que ce n'est pas dans notre intérêt, on devrait avoir la possibilité de se retirer de ces banques de données, même si les autres pensent que ce n'est pas dans notre intérêt, même si l'INSPQ voudrait y avoir accès. Donc, je comprends assez bien la logique d'opting-out, compte tenu du contexte philosophique, disons, dans lequel, au Québec, on a traité. Mais l'opting-in, non, parce que ça rend la vie, je pense, de tout le monde vraiment très compliquée. Pour ce qui est de la conservation des données, je pense que le plus simple, c'est, je vais essayer d'être vraiment très concret, là, c'est... Vous savez, on travaille, nous, sur des projets dans la très longue durée. Si je veux mesurer l'effet d'un programme de soutien à la petite enfance sur l'employabilité des gens et leur état de santé 20 ans plus tard, j'ai besoin d'avoir accès et de pouvoir conserver ces données-là. Sinon, c'est horriblement compliqué, coûteux, puis on n'arrive jamais à obtenir les réponses que l'on cherche. Or, c'est ça qu'on essaye de faire en santé publique, c'est de continuellement situer nos interventions, non seulement là, demain, faire une politique ou une autre, mais aussi se poser la question, est-ce que la politique à question a obtenu les effets attendus? Est-ce qu'elle a des objectifs à long terme? Je pourrais vous donner 3 heures de cours sur les effets à long terme de certaines interventions qu'on fait. Changer la diète des adolescentes à 13 ans, vous aurez des effets sur leurs enfants et vous aurez un effet mesurable sur leurs petits-enfants. Mais ça, j'ai besoin de pouvoir le mesurer. Si je ne peux pas le mesurer, je ne le saurai jamais et je n'aurai jamais la capacité d'imaginer des programmes qui nous permettent de diminuer la pression sur la consommation de soins. Mais si je peux me permettre, parce que je reviens à votre mémoire où vous parlez de l'individualisme des données, je vous entends, puis j'aurais envie de vous reposer la question. Est-ce que vous ne trouvez pas justement que le projet de loi trouve cet équilibre entre la règle de base qui est qu'à la fin de son cycle de vie, on doit détruire la donnée, ou s'il n'y a pas cet opting-out qui a été manifesté, l'anonymiser, l'archiver et s'en servir aux fins de données. Donc, c'est ce que la loi prévoit actuellement. C'est comme ça qu'elle est construite. Est-ce que vous ne trouvez pas, donc, à la lueur de ce que vous me dites, que c'est le bon équilibre entre ceux qui nous disent non, ça prend un consentement explicite à chaque finalité et ce qu'on fait dans la loi?
Je peux peut-être compléter sur cette question-là. Probablement que le principe est bon, mais dans le type d'utilisation qu'on peut faire en santé publique, il faut comprendre que le cycle de vie, je pense que ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il peut être assez long, puis peut-être étonnant par rapport à une utilisation qu'on fait plus dans une prestation de soins et services. J'aimerais ça que vous précisiez ce que vous voulez dire par là, par exemple. Parce que dans le cycle vie, moi, j'entends la donnée est collectée à une finalité précise pour laquelle l'usager a consenti. Lorsque cette finalité-là est atteinte, le cycle de vie est atteint, on la détruit ou on anonymise et on peut se servir à ce moment-là. Ça, c'est ce que la loi... alors, moi, dans le fond, ce que je vous demande, c'est est-ce que, par rapport à la situation actuelle que vous décrivez peut-être, est-ce que, justement, la loi ne nous amène pas dans une fourche où on peut quand même aller vers la continuité dont vous parliez tout à l'heure? Ce qu'on se fait reprocher par certains groupes, là, ceci étant dit. Oui. Bien, j'ai un peu de mal à être capable vraiment de me prononcer puis de juger là-dessus. Je pense que l'idée, là, c'est juste de sensibiliser au fait que l'utilisation qu'on fait de renseignements de santé à des fins de santé publique, c'est un peu différent, incluant dans le cycle de vie ou la durée pendant laquelle ces données-là peuvent être pertinentes puis utiles. Puis j'aurais peut-être voulu aussi revenir, vous avez posé des questions sur les croisements. Pour nous, c'est des choses qui sont excessivement importantes parce que en fait, ce qu'on doit faire, nous, c'est essayer de comprendre ce qui crée de la santé à l'échelle de la population ou au contraire, ce qui nuit à la santé, puis de voir comment éventuellement, d'abord, on peut faire un diagnostic populationnel, mais aussi où sont les endroits où on peut intervenir. Pour que tout le monde comprenne, là, vous voulez dire, moi, je veux avoir accès à des données de santé, mais je veux avoir aussi accès à des données financières, je veux avoir accès à des données sur le niveau d'éducation, et je veux être capable de dresser un portrait à partir de ça. Nous, on a besoin de ça pour travailler. Fait qu'il y a deux choses. Donc, on a besoin... Mais parce que mon temps est court, mais ce dont vous avez besoin, c'est pas... Parce que ça, c'est la grande crainte qu'on entend. Je veux pas que vous ayez accès à mes données. Mais dans la mesure où ces données-là, elles sont anonymisées, c'est ça. Est-ce que vous êtes capable de garantir le secret à la vie privée, le droit à la vie privée et l'irréversibilité d'une donnée qui est anonymisée? Parce que ça, on l'a entendu aussi, mais puis je suis informaticien, là, je peux vous dire que c'est vrai que l'irréversibilité totale et absolue, là, mais dans un contexte très précis, puis peut-être parler un peu des cas de risque aussi, là, qui sont un contexte où on peut amener, je pense, un niveau de garantie supplémentaire. Est-ce qu'on peut se fier que l'INSPQ va être capable, un, de se servir de données dénominalisées, deux, garantir la vie privée, et trois, des finalités de service public? Oui, la réponse est oui, hein, sans aucune hésitation. Puis je pense que le passé de l'Institut est garant du présent et du futur là-dessus. Enfin, parce qu'on travaille déjà avec des données, on croise déjà des données, on a des problèmes d'accès, mais c'est pas vrai qu'on n'est pas déjà engagé dans Voilà, donc je dois malheureusement vous interrompre. Donc, c'est tout le temps que nous avions pour la partie des échanges gouvernementaux. Donc, les échanges sont absolument captivants. Je cède maintenant la parole à la députée de Montréal-Outremont. Merci, Madame la Présidente. Vous avez 7 minutes 7. On va poursuivre rapidement la discussion avec moi. Merci pour votre mémoire. Merci pour vos interventions. Vous nous aidez vraiment à donner vie au projet de loi. Vous êtes clairement un acteur important dans ces changements-là, dans ce changement de régime, dans le projet de loi, et vous êtes spécifiquement nommé là, comme un des organismes en annexe. On a entendu plus tôt cette semaine la commissaire venir et un peu comme vous, là, plaider pour une fluidité des données pour qu'elle puisse remplir sa mission. C'est la même chose pour vous. On apprécie la mission que vous avez à accomplir là, pour le bénéfice de la population. Est-ce que vous avez un souci, en fait, de l'élément discrétionnaire à certains endroits dans le projet de loi où est-ce qu'on dit que certains organismes doivent partager l'information avec les autres, alors que dans certains cas, on utilise la terminologie « peut ». Tu sais, le « peut » versus « doit », c'est assez fondamental. Et puis, juste pour terminer, donc c'est ça mon intervention, je vais vous laisser répondre. C'est nous, ce qu'on est en train de faire, puis le ministre l'a bien mentionné, c'est un jeu d'équilibre. Là. On veut, je pense qu'on s'entend sur le principe, tout ça, mais on doit, à la fin de notre analyse, oui, utiliser les exemples concrets qui auront été mentionnés, mais ultimement, nous, ce qu'on veut, c'est atteindre l'équilibre pour justement servir le bien commun. Donc, j'aimerais vous entendre.
Puis tout à fait, merci pour cette question-là. On est tout à fait dans cet équilibre-là aussi, nous, entre avec le but toujours de répondre à notre mission, répondre à notre loi, puis avec l'objectif d'améliorer l'état de santé de la population par les études que l'on fait. Puis pour votre première question, je pense que ce qui est important, c'est de travailler aussi avec l'article 65, puis avec le gestionnaire des données aussi, là, qui est la question le gestionnaire des renseignements qui vont nous communiquer les renseignements qu'on n'a pas déjà. Puis l'important, je pense que c'est de travailler du point de vue opérationnel aussi à s'assurer qu'on a une fluidité dans l'information qu'on reçoit, puis qu'on a des mécanismes qui nous permettent peut-être de reconduire ces ententes-là d'année en année avec une reddition de comptes, par exemple, qui nous permettrait... Nous, on justifie les renseignements dont on a besoin, donc on continue à les justifier dans une perspective peut-être plus globale qu'à la pièce, de la façon dont c'est fait présentement. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, merci. Je vais aller, enchaîner. J'ai 2-3 questions. Vous avez évoqué, donc, au niveau de vos 3 grands objectifs, le 3e, la période de transition. Ça se comprend. Est-ce que, là, moi, je comprends de vos propos qu'à moyen et long terme, tout ça va vous simplifier la vie, mais dans la mise en application immédiate, vous avez un souci de budget, de main-d'œuvre, de bois. Est-ce qu'on a un enjeu sérieux de pénurie de main-d'œuvre là, chez vous? Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter là, de la mise en application de la loi? Pour vous, l'impact pour vous? Oui, je peux vous dire, on a 126 postes affichés à l'Institut en ce moment. C'est un problème concret, réel. On n'est pas les seuls, là, mais évidemment, dans ce monde-là, tout le monde est en concurrence pour accueillir des talents, les conserver. On est dans la même situation, tout le monde. Est-ce que... Là, Puis, je suis désolée, le ministre l'a évoqué aussi, la question d'anonymiser les données. Moi, je ne suis pas informaticienne, mais est-ce que vous, dans votre... Donc, moi, ma question est plus d'ordre général. Pour remplir votre mission, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir les données nominales qui permettent d'identifier ou... Exactement. On n'a pas besoin d'avoir l'information spécifique, le nom, prénom, par exemple, de la personne. Ce qu'on a aussi, parce qu'on parle beaucoup de jumelage aussi, là, c'est d'avoir de l'information. On a une clé qui nous permet de dire que c'est la même personne qu'on peut retrouver d'un fichier à l'autre, mais on n'a pas l'information qui nous permet d'identifier la personne comme telle. Sauf qu'il y a un potentiel, si on veut être transparent, il y a un potentiel parce qu'on a de l'information sur des renseignements de santé, par exemple, avec des dates d'hospitalisation qui peuvent éventuellement nous permettre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est habitué de travailler avec avec ces données-là. On a des mécanismes en place pour assurer la sécurité de la donnée, la confidentialité aussi. On est tenu à la protection des renseignements personnels. On a en place des mesures physiques, administratives puis technologiques pour assurer la confidentialité. Puis quand on diffuse cette information-là, il y a une notion aussi de traiter l'information, mais aussi quand on la diffuse, on fait du masquage, on s'assure qu'on ne peut pas aller dans les tableaux statistiques qu'on produit, qu'on ne peut pas identifier la personne par la suite. Il y a des méthodes là, qui sont reconnues, puis on les applique. Là, on les applique de façon rigoureuse aussi. Merci. Est-ce que... Une partie importante de la loi, c'est les chercheurs. T'sais, on s'entend que la recherche nous permet de faire des avancées tellement importantes. Est-ce que vous avez des relations avec les chercheurs et en quelle mesure est-ce que le projet de loi va avoir un impact là, à ce niveau-là, pour vous? On a des liens avec des chercheurs, puis on a aussi certaines personnes qui sont des chercheurs, qui sont dans la boîte. Comme un peu c'est souligné dans le mémoire, pour nous, le projet de loi il est très aidant parce qu'il facilite leur travail, puis il leur donne aussi un certain avantage dans la mesure où ils font des travaux de recherche qui sont alignés avec notre mission, puis avec les priorités de notre organisation, bien, ils peuvent avoir un accès facilité aux données. Fait que ça, cet aspect-là, pour nous, il est extrêmement aidant. Puis il aide à rendre notre milieu plus attirant aussi pour des personnes qui ont des compétences en recherche puis qui aimeraient travailler, par exemple, chez nous. Puis il y a tout un autre volet bien, pour des chercheurs qui ne sont pas dans notre organisation, avec qui on peut aussi collaborer à l'occasion, bien, assez régulièrement, en fait. Puis dans ce cas-là, bien, eux, ils tombent dans une autre catégorie dans le projet de loi, mais pour lequel je pense que c'est aussi facilitant pour le travail qu'ils peuvent faire puis qu'on peut vouloir faire en collaboration avec eux. Fait que, essentiellement, pour les aspects liés à la recherche,
c'est très soutenant, je crois. Merci. Est-ce que j'achève? Oui, bien, par courtoisie, donc je vous informe, vous disposez de moins de 45 secondes pour conclure. Merci. Honnêtement, on n'embarquera pas dans une autre question. Je vais tout de suite céder la parole, avec l'autorisation de la présidente, à mon collègue de Rosemont. Parfait. Donc, je cède la parole au député de Rosemont. Vous disposez maintenant de 2 minutes 22 pour conclure. Merci. 126 postes sur combien? 126 postes sur combien? On a l'Institut à peu près 800 personnes. OK. Pas mal. Je suis content que vous soyez frayé un chemin jusqu'à nous. Hein. On a réussi à vous trouver une place. Je suis très, très, très content. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps. J'ai lu votre mémoire en diagonale. Je vais le relire en fin de semaine. Mais vous êtes une pièce majeure, là, sans flagornerie, là, pour ce qu'on est en train de faire là, puis on n'a pas de temps. Là. J'ai un devoir à vous soumettre. Vous n'avez pas formulé de recommandations. Par contre, vous ciblez notamment et nommément plusieurs articles, là, 8 ou 10. Est-ce que c'est trop vous demander, peut-être, dans les prochains jours, de nous pondre des recommandations sous forme même d'amendements possibles? Faites ça comme vous voulez, mais pour faciliter le travail, complétez votre mémoire, qui est excellent, mais qui formule des recommandations en prose, on en aurait besoin sous forme légale, ou le plus près possible, si possible. Je pense que ça vous aiderait, ça va nous aider, en tout cas. Moi, je parle pour moi, ça m'aiderait assurément que vous le fassiez ainsi. Par ailleurs, avez-vous une définition, vous, à l'INSPQ, de ce qui est le bien public, de ce qui est l'intérêt public? L'intérêt général, oui. En Oui. fait, c'est une des valeurs affirmées par l'Institut, à la fois de façon générale dans son travail, mais aussi dans les grandes valeurs dominantes de l'Institut, c'est clair. Puis, on ne peut pas imaginer la santé publique sans cette préoccupation d'intérêt général. Les gens de santé publique, c'est des gens qui essayent de sauver des vies, mais 1 million de vies à la fois. Hein. C'est ça l'objectif. Et vous l'avez vu au concret pendant la pandémie. La Ligue des droits et libertés nous disait hier, il convient, selon nous, de limiter les autorisations d'accès aux recherches poursuivant le bien commun. Comment on fait ça, le bien commun, dans un projet de loi? Ça me paraît... L'idée est noble, là, mais vous avez une idée? Vous êtes le bien commun, mettons, là, comment vous limitez votre carré de sable? Rapidement, moi, je pense que dans l'univers, encore une fois, philosophique dans lequel nous travaillons au Québec, cette question-là a été confiée au comité d'éthique qui règle l'accès à la recherche. C'est eux qui sont chargés de débattre, de dialoguer, de peser, sous-peser l'intérêt, justement, d'un projet, puis de vérifier qu'il se fait bien dans l'intérêt commun. Et cet encadrement-là, il est prévu par le projet de loi, puis évidemment, toutes les grandes organisations auxquelles vous allez parler vont vous dire qu'ils ont en place des systèmes qui permettent à ces comités d'éthique de débattre, de dialoguer et finalement d'évaluer l'intérêt commun dans les projets qui sont entamés. Et c'est comme ça que le Québec a réglé cette question. Je trouve que ça fonctionne. Il ne faut pas changer ce qui fonctionne. C'est fascinant, j'ai plus de temps, mais peut-être qu'un jour, j'irai postuler chez vous pour un poste. C'est vraiment fascinant l'idée que vous amenez ici. 125 postes seulement, c'est fantastique. Non, mais essentiellement parce que le groupe n'a pas utilisé ces 10 minutes au complet donc en début de séance, donc le temps était réputé écoulé. Donc, puis on ne peut pas, par consentement, donner quelques minutes de plus aux députés de Rosemont? J'entends que par consentement, on peut tout faire, donc je comprends que c'est la... Peux-tu continuer? Oui. Bien, on finissait à les 50. On a fini ça à les 50, donc vous êtes... Bien, pourquoi je vous parle? Merci. Merci de la collaboration. D'autant qu'on a fait venir ces gens-là. Puis, je réitère ma proposition de recommandation sous forme précise. La raison pour laquelle je vous parle de ça, parce que vous savez qu'il y a un débat ici depuis quelques années sur qu'est-ce qu'on fait avec les données qui valent de l'or, qui sont très recherchées. Je dis souvent la blague, puis ça n'en est pas une tant que ça, que la RMQ, c'est le Fort Knox des données au Québec. Là. Où est-ce qu'on trace la ligne pour que vous ne deveniez pas non plus des expérimentateurs à tout crin, là, qu'on ne devienne pas des cobayes, autrement dit, de l'INSPQ, mais que nos données soient protégées aussi, notamment de la mercantilisation. Pardon. Je vais commencer, peut-être, Éric, tu veux intervenir sur ça, Valérie aussi. La première chose, c'est de placer les données publiques derrière une muraille de Chine.
Puis c'est ce que le projet de loi fait, au fond, et c'est ce qu'on a toujours fait. C'est la question aussi de votre collègue de tout à l'heure. L'Institut, c'est un coffre-fort. Vous seriez surpris des mesures vexatoires qui sont appliquées tous les jours pour protéger justement les données et la sécurité des données. Donc, il faut que ces travaux-là se fassent derrière cette muraille. Ça, c'est essentiel. L'autre chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est absolument essentiel pour le Québec de prendre de vitesse les grands acteurs privés qui travaillent dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'ils auront les algorithmes à vendre, parce qu'ils vont décider du marché. On l'a vu dans d'autres domaines en santé. C'est un domaine dans lequel nous avons les données, nous avons les compétences. Je pense que nous devrions être les maîtres d'œuvre de cette transformation numérique. OK, mais vous ne fabriquez pas de médicaments, par exemple? Non. Donc, vous n'êtes pas dans la même ligue que les Pfizer de ce monde? C'est sûr. Okay. Mais néanmoins, il y a une concurrence et vous souhaitez avoir les outils pour être au-devant de la parade. Parce que comment dire ça, les approches de santé publique, nos modèles, nous permettent de pondérer l'importance des facteurs qui déterminent la demande de soins. Et ça, c'est un savoir extraordinaire que, je peux vous dire, les grands acteurs du monde des données ne possèdent pas. Mais nous l'avons. Et je pense qu'il devrait rester dans le domaine public, là où il est en ce moment. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc là, c'est véritablement tout le temps que nous avions. Merci beaucoup aux représentants de l'Institut national de santé publique pour votre participation. Merci aux parlementaires pour ces travaux. La commission suspend ses travaux jusqu'à 14 heures.